Donc nous allons parler aujourd'hui d'un élément qu'on a développé depuis quelques temps maintenant, que l'on appelle nous le tuteur virtuel et qui va permettre en fait, en tout cas l'objectif, c'est que un étudiant qui rentre à Dauphine en sorte, mais forcément avec son diplôme. Il n'y a pas de raison qu'il n'obtienne pas son diplôme. Donc l'idée, c'est d'accompagner l'étudiant avec un tuteur qui va permettre ainsi de l'accompagner et de répondre à certaines de ses questions ou de lui proposer un certain nombre d'activités qui vont lui permettre de progresser dans sa formation. Non, vas-y. C'était très bien. Là, on va essayer de passer une petite vidéo qui explique ce que ça fait. Vas-y. Ça dure une petite minute. C'est quoi le tuteur virtuel? Le tuteur virtuel, c'est un assistant que tu peux contacter en ligne et qui te propose des activités personnalisées en fonction de ta progression dans tes apprentissages. Chouette. Et concrètement, je l'utilise comment? Connecte-toi sur Moodle, tu y verras une nouvelle recommandation chaque jour en fonction de ta progression. Intéressant. Mais et si je veux travailler un concept en particulier? Alors, ouvre le chatbot, puis pose ta question comme si tu t'adressais à un enseignant ou un camarade. Tu peux lui demander une activité pour te tester ou pour revoir un concept en particulier. Tu peux plus ou moins préciser ta demande en fonction de tes préférences et du temps dont tu disposes. Et je peux le contacter 24 heures sur 24? Eh oui. Mais comment font les profs pour être disponibles en permanence? En fait, le tuteur est numérique, ça n'est pas un humain qui te répond mais une IA. Tes enseignants lui ont fourni une carte des concepts et des activités du cours. Grâce aux quiz et aux activités que tu réalises sur Moodle, le tuteur sait à peu près où tu en es, les concepts que tu maîtrises, ceux que tu es en train de travailler et ceux que tu n'as pas encore abordés. D'ailleurs, il te demandera parfois de confirmer si tu as bien terminé une activité pour savoir précisément où tu en es. En fonction de ta demande et de ta progression, il va ensuite identifier les activités les plus pertinentes. Mais c'est super intéressant cette carte des concepts. On pourrait y avoir accès? On y a pensé bien sûr. Tu peux y accéder depuis ton espace Moodle et te balader dans la carte des concepts. Les couleurs indiquent ta progression, vert c'est acquis, bleu en cours d'acquisition et blanc non commencé. Tu pourras aussi voir où en est le reste de ta promo, filtrer par type d'activité, par temps disponible. Clique sur un objectif pour voir les prérequis, les activités associées et démarrer une activité dans ton espace Moodle. J'ai vu que je pouvais proposer des activités, mais ça marche comment? Tu as en effet l'opportunité de proposer une activité pour travailler l'un des objectifs. Concrètement, tu remplis un court formulaire, tu mets le lien ou tu uploads le document et après modération de tes enseignants, la ressource sera accessible à l'ensemble de ta classe et pourra leur être proposée par le chatbot. Alors, si je résume, le tuteur virtuel, c'est une carte des concepts pour visualiser les objectifs d'apprentissage, les relations de prérequis et les activités pour progresser dans mes apprentissages, une recommandation personnalisée chaque jour sur mon espace Moodle et un chatbot à qui m'adresser à tout moment pour avoir plus de recommandations et préciser ma demande. Te voilà paré pour tes révisions. Voilà, donc en fait c'est une petite présentation que l'on met pour les étudiants pour qu'ils puissent voir ce que va permettre de faire l'outil. Donc l'outil est opérationnel, il fonctionne actuellement sur un certain nombre de cours dans le cadre de certaines formations de Dauphine, principalement en licence, parce que c'est là où on a le plus d'étudiants donc qui ont le plus de besoin d'interaction avec l'enseignant. Et comme ils sont très nombreux, un enseignant avec 600 élèves, c'est pas toujours facile de pouvoir répondre à tout. Donc le tuteur est opérationnel, il s'intègre dans notre LMS qui est un LMS Moodle. Donc on a un certain nombre de plugins spécifiques qui vont permettre à l'étudiant de voir la recommandation du jour, donc l'activité qu'il doit faire. On a un plugin qui va permettre d'accéder au graphe des concepts, au graphe des objectifs pédagogiques. Et on a aussi un plugin qui va permettre d'accéder à l'interface de type chatbot pour pouvoir poser en tout cas demander des activités à faire en fonction de l'avancée de l'étudiant dans son graphe. Donc en fonction de là où il en est, on va recommander plus ou moins l'activité ou les activités qui vont lui correspondre. Donc d'un point de vue, non, tu peux rester juste avant. D'un point de vue fonctionnement, en fait, on a d'un côté à gauche, on prépare un graphe de connaissances que l'on voit là, j'en parlerai un petit peu après. Donc on a un moteur de graphe de connaissances, on a un moteur de recommandation. Et là, c'est pour ça qu'on est avec Craft pour en discuter aujourd'hui. On a un moteur de recommandation et on a aussi tout ce qui est boucle de feedback. Donc, on a dans le graphe
Donc c'est un graphe donc il y a un graphe qu'on appelle triple store. Donc c'est vraiment il y a une ontologie derrière, il y a des triples. Bon, en tout cas ça c'est pour la partie technique, qui vont permettre de stocker en fait tout le contexte de chacun des étudiants et de pouvoir proposer des recommandations adaptées. Ensuite le graphe, donc vas-y. Le graphe en fait il est organisé de deux façons. On a des objectifs pédagogiques et on a des activités. Et pour pouvoir acquérir ou avoir l'acquisition d'un objectif pédagogique, il y a des règles qui vont permettre de dire, pour par exemple en bas à droite, pour avoir l'objectif O3, connaître les caractéristiques physiques et financières du pétrole, et ben dans ce cas-là, il faut avoir 75% au quiz 3.1, 75% au 3.2, 75% au 3.3 et avoir lu le doc 3.1. Alors ici, ça vous dit rien, mais en fait, ça réfère à des activités qui sont dans Moodle, qui ont été écrites par ailleurs. Donc il y a une interface pour les enseignants pour qu'ils puissent fabriquer leurs propres graphes, et il y a une interface pour les étudiants pour voir où est-ce qu'ils en sont et où est-ce qu'ils en sont par rapport à leurs petits camarades. Donc voilà l'interface qu'il y a derrière Craft. Je vais un peu vite parce qu'on est un peu pris par le temps, mais là je suis à disposition pour discuter de ça plus en détail. C'est quoi le slide ? Donc là, je passe la main à nos amis de Craft qui vont vous expliquer un peu les différentes technologies de recommandation qui ont été utilisées pour le système. Je te passe mon micro. Merci Jean-Patrice. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment on a mis en place les algorithmes de recommandation derrière. Donc, ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle. On a deux grandes classes d'algorithmes d'intelligence artificielle. La première classe, ce sont des moteurs de règles. Donc l'idée, c'est d'aller définir un certain nombre de règles qu'il faut lister. Si tel étudiant a vu tel et tel contenu, alors on va lui proposer tel contenu. Et la deuxième approche, donc qui est plus innovante, c'est l'approche par machine learning avec des algorithmes, des systèmes auto-apprenants qui vont permettre d'être un peu plus fins dans les recommandations. Donc je vais vous montrer une des approches qu'on a testées avec Dauphine, par exemple, en s'intéressant aux quiz facultatifs et obligatoires. Donc, si vous avez regardé dans le graphe de connaissances, il y avait un certain nombre d'objectifs. Associés à ces objectifs, vous aviez des documents, des vidéos et des quiz. Certains de ces quiz étaient facultatifs, c'est ceux qui sont en bleu. Il y en a 17. Et certains quiz étaient obligatoires, ceux qui sont en rouge, il y en a 5. L'objectif de notre outil, c'est d'aller analyser les résultats des évaluations des étudiants au quiz. Est-ce qu'ils les ont passés et quel a été leur résultat sur chacun de ces quiz. À partir de là, de rentrer ça dans la moulinette des algorithmes de machine learning. Et à partir de là, on est capable de construire un algorithme qui va simuler le scénario du futur en fonction de ce qui s'est passé dans le passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller modifier les paramètres du passé ou de l'avenir pour aller tester différents scénarios, différents futurs possibles. Et à partir de là, aller chercher les futurs les plus souhaitables, les futurs les plus favorables à l'étudiant, pour aller lui faire des recommandations en regardant ce qu'on a modifié dans son parcours pour que ça soit le plus pertinent pour lui. Donc, si je prends un exemple simple, je vais me placer au niveau des deux premiers quiz. Comment ça marche ? Eh bien, imaginons qu'on veut créer un modèle qui va être capable de prédire la note que vous allez avoir au quiz numéro 2 sur le pétrole en fonction de la note que vous avez eue sur le quiz numéro 1 sur les énergies fossiles. Vous obtenez un arbre. Cet arbre de décision, il est créé automatiquement par les algorithmes de machine learning. Donc, c'est pas un humain qui l'a créé. Le système allait regarder dans l'historique et a décidé de créer cet arbre de décision. En gris, vous avez le résultat sur le quiz de l'énergie fossile. Is nul, il n'a pas été passé. Note au-dessus de 45, note en dessous de 45. Et en jaune, vous avez les résultats de la prédiction de la note que vous allez obtenir au quiz numéro 2 sur le pétrole. Donc ça, c'est très simple parce qu'on n'a que un quiz précédent, un quiz antécédent et un quiz à venir. Maintenant, si on va un peu plus loin dans l'avancée du cours, on va avoir beaucoup plus de quiz. Ici, on a je crois une quinzaine de quiz facultatifs et 2 quiz obligatoires. Et voilà ce que l'algorithme nous a sorti comme arbre de décision. Là encore une fois, le système a appris tout seul et a choisi sur quel cours qu'on peut voir dans les boîtes grises il allait faire des bifurcations, des embranchements, et quelles seraient les notes attendues sur le quiz de validation de la séance 2
dans les cases jaunes. Et donc à partir de là, en fait, on est capable déjà d'avoir un certain nombre de scénarios et d'aller imaginer tout un tas de scénarios pour l'avenir sur ce quiz en fonction de ce que l'étudiant a fait, et donc de remonter vers l'étudiant en disant tu n'as pas fait par exemple le quiz sur la biomasse, et les gens qui ne font pas le quiz sur la biomasse, on le voit en haut à droite, la case 13,056. Si on n'a pas passé le quiz sur la biomasse, on s'oriente vers un 13 au quiz de validation de la séance 2, ce qui n'est pas assez. Donc on va aller recommander à l'étudiant d'aller passer ce quiz sur la biomasse et d'aller consulter les contenus associés. Alors on peut aller plus loin, là je vous ai parlé des quiz, mais en fait on pourrait rentrer dedans n'importe quelle activité, n'importe quel contenu en disant pour chaque activité elle a été vue ou elle n'a pas été vue. On peut aussi aller découper le quiz non pas en un quiz global mais question par question. Cette question a été bien répondue, mal répondue, voilà quel va être l'avenir de l'étudiant. Et ça c'est un arbre de décision, donc c'est un algorithme de machine learning, mais en réalité des algorithmes de machine learning il y en a plein. On peut utiliser des réseaux de neurones, on peut utiliser tout un tas de choses, et donc on peut avoir des algorithmes qui vont être beaucoup plus fins, beaucoup plus puissants. Celui-ci on l'a choisi parce que c'est très pratique pour aller exposer le fonctionnement à un public, mais il y a des algorithmes qui sont bien plus puissants que ça. Et donc ce travail, on l'a fait bien pour chacun des quiz. Donc il y a une vingtaine, un peu plus de 20 quiz, et à chaque fois, on a créé un arbre de décision qui va permettre d'aller prédire le résultat de l'étudiant à ce quiz en fonction de son parcours par le passé, et du coup d'aller lui faire des recommandations. Donc ça c'est très intéressant de pouvoir travailler comme ça, parce que l'avantage c'est qu'on n'a pas à aller lister des règles et aller les coder. L'inconvénient c'est que ça demande d'avoir des données, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'étudiants qui aient utilisé les cours, qui aient fait les quiz ou pas fait les quiz, qui se soient plantés ou qui aient réussi pour aller apprendre. Et ça, on l'a pas toujours. La maturité data aujourd'hui auprès des acteurs de l'éducation, elle n'est pas toujours énorme. Et puis, on n'a pas toujours des cours qui sont consultés par des milliers d'étudiants. Donc, on peut avoir des difficultés à obtenir de la data au début. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut basculer sur l'autre approche que j'ai évoquée au début. C'est une approche par moteur de règles. Donc là, l'idée, ça va être d'aller lister chacune des règles quand on va vouloir proposer un contenu. Donc, par exemple, ici, j'ai donné un certain nombre de règles. Donc, on va aller regarder d'abord quels sont les contenus auxquels l'étudiant peut accéder, c'est-à-dire qu'il a rempli les prérequis pour y accéder et il ne les a pas déjà fait. On va sélectionner ceux qui sont réalisables. À partir de là, on va regarder si l'étudiant a demandé à travailler particulièrement tel ou tel cours ou à exploiter des contenus de type vidéo ou plutôt du texte, plutôt à faire des quiz. Donc on va aller empiler un certain nombre de règles pour aller déterminer le ou les contenus qui sont les plus pertinents pour cet étudiant. Donc l'inconvénient, c'est que à la fin, voilà typiquement un système de moteur de règles qu'on pourrait mettre en œuvre, et on se rend compte qu'il y a énormément d'étapes, énormément de bifurcations, et que c'est assez compliqué déjà d'aller lister toutes les règles et ensuite de les coder informatiquement en gérant les évolutions des règles, les bugs, toutes les exceptions. Et donc c'est pas forcément quelque chose de facile à entretenir et à mettre en œuvre. Donc comment on peut aller encore au-delà de ce moteur de règles? Eh bien, c'est la troisième approche, c'est l'approche combinée qui va aller combiner le moteur de règles et les modèles de machine learning. Et comment on peut les combiner? On peut les combiner par exemple comme ça. C'est-à-dire qu'au début, si on part avec un système, une école qui n'a pas de données, qui n'a pas d'historique d'interaction des étudiants avec les contenus, eh bien, on peut mettre en place un moteur de règles qui va servir d'initialisation. Il va être capable de générer des recommandations de contenu pour aller assister l'étudiant en absence d'historique de données. Et en même temps, ça va permettre de générer cet historique de données puisque les étudiants vont aller interagir avec les contenus. Et puis, quand il y aura 1 millier d'étudiants qui seront passés dessus, on pourra passer à la phase 2. On aura 1 millier de personnes qui auront interagi avec chacun des quiz, chacun des contenus. Et on va pouvoir exploiter ces données disponibles pour aller apprendre et cette fois mettre en œuvre un modèle de machine learning. On peut aussi combiner ensemble au même moment ces modèles-là, c'est-à-dire qu'on peut, à la sortie du modèle de machine learning, aller rajouter un certain nombre de règles qui vont aller filtrer les résultats. Par exemple, si l'étudiant demande à ne travailler que des vidéos, sur les recommandations qui peuvent sortir de notre arbre de décision du modèle de machine learning, on peut aller filtrer uniquement les vidéos.
Donc voilà le type de choses qu'on peut faire et qu'on a fait avec Dauphine, donc qui est en production aujourd'hui. Et si vous avez des questions, on peut y répondre. Donc je vous écoute. On a une question là. Ici. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé de la performance de ce moteur, de ces algorithmes. Avez-vous des retours en termes de satisfaction des apprenants par rapport à leur expérience de ce dispositif innovant? Alors, les retours, c'est une bonne question, mais qui est relativement complexe à répondre aujourd'hui parce que il est très difficile de faire la part des choses entre la partie interface graphique, donc facilité d'accès à l'information, clarté dans ce qui est demandé, attente de l'étudiant, et aussi est-ce que la recommandation a été bonne. Évaluer une recommandation est quelque chose de très complexe. On ne peut le voir, je dirais, qu'à l'issue du fait qu'il ait obtenu ou non son ECTS à la fin du cours. Donc là, effectivement, on est en train de regarder les statistiques. On a une année de benchmark, on l'a pas utilisé sur un cours. On est en train de faire un benchmark cette année sur le cours dans lequel on l'a mis à disposition, mais à titre volontaire. Et l'année prochaine, on prévoit un autre plan de test qui va être un peu plus académique, avec un groupe test, un groupe contrôle et un groupe test, et pour voir si ça rentre. Donc le groupe contrôle, lui, il l'utilisera pas ou très peu la solution. Le groupe contrôle aura une obligation de passer par le tuteur pour accéder au contenu. Après, il y a d'autres enjeux qui interviennent, qui sont la maturité de l'étudiant, qui sont la difficulté du cours. Là, on est sur plusieurs cours, mais il y en a un qui est la microfinance. Donc, c'est un sujet qui est très pointu. Donc, le cours est déjà très, très structuré. Donc, après, on est en train d'essayer de déterminer quels sont les périmètres dans lesquels le tuteur virtuel a un intérêt plus fort que dans d'autres. Si on parle, par exemple, d'un Master 2 où il n'y a que 10 étudiants, le tuteur virtuel n'a pas forcément d'intérêt, si ce n'est pour faire de la révision ou de la redite ou être utilisé dans le cadre d'autres cours. Mais dans le cours, quand ils sont que 10, ils ont accès à l'enseignant. Ils n'ont pas forcément besoin du tuteur virtuel. Comme je disais, les licences 1, par exemple, quand il y a une promotion de 600 étudiants, là, forcément, ils peuvent se retrouver un peu perdus. Surtout ils sortent de terminale, ils ont fait du bachotage, ils se retrouvent dans un environnement universitaire. Et même si Dauphine est très scolaire sur certains axes, il y a quand même une liberté et ils peuvent vite être perdus. Et le but, c'est pas de perdre les étudiants pour des raisons endogènes de l'université. Donc on cherche à le savoir. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, s'il n'y a pas de question, c'est que tout va bien, c'est que c'était clair alors. Ou alors, vous avez dormi. Ah, il y a une question. Vas-y, donne le micro. Oui, bonjour. Au niveau du graphique là, qui montre un peu le... Un peu plus près du... Allô, voilà. c'est bon, ok. Au niveau du graphique, quand vous avez montré l'arbre de prévision, j'ai pas trop compris techniquement comment ça se réalise pour l'apprenant, enfin pour l'élève. L'apprenant, il ne le voit pas. En fait, oui, c'est calculé on parlait du graphique avec les notes, la probabilité, etc. Parce qu'en fait, j'ai du mal à voir dans quelle activité facultative il va être mené selon le score. C'est les scores passés qui sont compulsés, en fait, de tous les étudiants. Oui, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est si on démarre tout en haut, on part sur le quiz sur la biomasse. Si l'étudiant ne l'a pas passé, on part dans la branche de droite, celle où il y a écrit is nul. Et donc on prédit que sa note au quiz de validation de la séance 2, donc celui qui va sanctionner l'avancement dans le cours, va être de 13,56. Si par exemple on exige que l'étudiant ait au moins 15, ça veut dire qu'il s'oriente vers un échec. Donc on va remonter dans l'arbre et on va lui dire il faut passer ce quiz sur la biomasse et le cours, par exemple le contenu associé avant de passer le quiz pour aller avancer. Donc imaginons il le passe, on va lui recommander de le passer, il le passe. Derrière, on dit que s'il a eu plus de 15, on va regarder quelle note il a eu au deuxième carré gris, donc la malédiction des ressources énergétiques. Et là, pareil, s'il a plus de 35, on va partir vers la droite, et s'il a moins de 35, on va partir vers la gauche.
Et donc, on va pouvoir aller naviguer dessus. Et en fait, le système, il va pouvoir aller regarder tous les scénarios. Donc là, quand on est tout en haut, c'est une évidence. Il faut qu'il aille passer le quiz sur la biomasse, en fait. Hein, c'est ce que ça dit. Mais derrière, en fait, on peut aller s'orienter vers différentes branches. Donc, on va pouvoir aller tester différentes choses pour essayer d'aller, si possible, aller chercher ce 18.3 ou ce 17.3. Ok, je comprends mieux Voilà. la structure. Très bien. Comment les enseignants se sont appropriés le modèle et les étudiants? Alors aujourd'hui, on travaille avec les enseignants volontaires. Donc déjà, ça limite quelque peu le nombre d'enseignants qui sont... Disons, tous les enseignants ne sont même pas au courant à Dauphine que ça existe. Donc déjà, il y a une histoire, il y a plusieurs milliers d'enseignants. Donc forcément, il y a cet aspect-là. Après, ceux qui sont favorables et qui ont décidé de commencer, ils s'approprient assez facilement l'outil. La seule difficulté, c'est la fabrication du graphe de connaissances. Les enseignants ne sont pas des experts en graphe de connaissances. Donc là, on est obligé, avec le Centre d'innovation pédagogique, de les accompagner dans la production de ce graphe. Parce que souvent, leurs supports de cours ne sont soit pas adaptés, soit ne répondent pas aux besoins, soit sont trop dirigistes ou pas assez. Donc il y a tout un travail d'ingénierie pédagogique qui est fait auprès des enseignants. Donc là, on a la chance à PSL d'avoir un centre d'innovation pédagogique qui va accompagner les enseignants dans cette mise en place. Mais on réfléchit comment extraire des concepts à partir de documents PDF ou de supports de cours existants. Aujourd'hui, les tentatives sont plutôt mauvaises parce qu'on sait que ça va pas très très bien marcher. On est en train de tester ChatGPT pour voir si ça marche, mais on sait très bien que ça va poser quelques soucis. Mais le problème, il est pas... Voilà, le problème d'industrialisation de l'outil, c'est comment fabriquer ces graphes de connaissances auprès des enseignants, comment faire en sorte qu'ils puissent progresser et faire et avancer sur ce sujet-là. Donc, on a une interface qui leur permet de le faire, mais c'est pas pour ça qu'ils savent découper eux-mêmes leurs cours en concept. Ils sont censés savoir le faire, mais c'est implicite ou naturel. Donc, c'est toujours très difficile de ressortir ces aspects-là. Mais il n'y a rien d'insurmontable. Ce qui est insurmontable, c'est la quantité. Nous, on donne je ne sais plus combien de milliers de cours par an. Si on doit passer 3 semaines avec un enseignant pour en sortir un graphe de connaissances, quelques milliers fois 3 semaines, on n'a pas la charge, on n'a pas les ressources pour pouvoir le faire. Donc, il faut qu'on trouve des raccourcis. Mais ça, c'est toujours en perspective. Si vous avez des solutions, on écoute. Hein. J'ai une petite question. Donc vous dites que c'est un tuteur virtuel. Comment ça se passe dans le cas où l'étudiant ne comprend pas une notion? Que ça soit sur un quiz ou que ça soit sur... il peut poser une question. Est-ce que je pourrais avoir une recommandation sur, je sais pas moi, les dérivées partielles? Donc c'est à lui de faire la demande. C'est pas un tuteur, un formateur humain, entre guillemets, qui va détecter la faiblesse à ce moment-là et qui va... Alors, le but, c'est qu'on détecte la faiblesse. Mais on la voit, après, ça dépend, une fois de plus, comment le cours est réalisé. Si on a un quiz qui permet de détecter les faiblesses, on va pouvoir, derrière, lui recommander ce qui lui manque en termes de faiblesse. On va pouvoir détecter, ça, il est pas bon là, donc la prochaine recommandation, ça va être ça. Mais ça, tout est une question de comment le cours est modélisé. Si le cours permet de le détecter, on va le faire. On a des interactions avec des modules de remédiation. Donc, on sait qu'il a une mauvaise note à ce quiz-là. Donc, indirectement, on sait, le système de recommandation va dire, va revoir la notion précédente sur tel sujet. C'est pour ça que le tuteur virtuel a quand même ses limites, parce que l'étudiant, il faut qu'il fasse la démarche. Parce que tous les étudiants ne le font pas. Donc, s'il ne fait pas la démarche de contacter lui-même le formateur pour avoir une explication, alors, quand il ouvre son LMS, il a sa recommandation du jour, qui n'est pas la même que sa recommandation du jour. Donc, chaque étudiant a sa propre recommandation du jour. Et après, il peut aller dans le graphe pour voir ce qu'il a acquis et ce qu'il n'a pas acquis comme concept. Et en fonction de ce qu'il a acquis ou pas acquis, il peut aller voir les activités qui concernent là où il n'a pas encore acquis. Quand il l'a acquis, il peut revenir dessus pour révision, mais il n'a pas besoin de revenir dessus pour passer le niveau d'acquisition. Donc, la réponse est non. L'outil est autonome pour lui recommander des choses. Mais après, on a permis à l'apprenant, à l'étudiant, de demander aussi des choses. Il n'est pas que passif sur une recommandation, il peut être aussi actif. Il peut très bien dire, j'ai 15 minutes de métro, est-ce que je peux avoir une vidéo sur les dérivées partielles qui dure 10 minutes? Ou est-ce que je peux avoir une activité de 10 minutes parce que j'ai du temps libre?
Ou est-ce que je peux avoir un document écrit parce que alors, il va pas dire parce que il y a trop de bruit autour de moi, mais est-ce que je peux avoir un document qui prend 15 minutes à lire pour pouvoir le lire tranquillement le soir avant de se coucher, sans qu'il y ait du bruit? Je suis pas sûre que tous les étudiants fassent ce genre de choses. C'est juste ça. Non, mais ça, nous, on essaye d'avoir des learning analytics pour pouvoir voir comment ils utilisent le tuteur, comment ça marche, qu'est-ce qui les bloque. Est-ce que l'interface graphique qu'on a proposée leur va? Est-ce qu'il faut quelque chose de plus ludique, moins ludique? Tout ça, on essaye, on est en prospective. Hein, donc l'outil, on a un outil qui est opérationnel. Maintenant, il est bien évidemment perfectible. D'ailleurs, on cherche à faire des consortiums avec d'autres universités pour qu'on ait plus de moyens pour avancer sur ces questions-là. Mais là, on rentre aussi dans l'interface homme-machine, comment on interagit avec l'étudiant. Bon, bah merci à tous. Merci à tous. Je pense qu'on ne peut plus prendre nos questions, mais il n'y en avait plus. Et bonne fin de salon.